Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, le présent. Chapitre 1, l'eau dans la nature méditerranéenne. 1. Le climat méditerranéen, atouts et contraintes. Dans une certaine perception culturelle stéréotypée, surtout parmi les Européens du Nord, le climat méditerranéen est synonyme d'ensoleillement et de douceur de vivre. Pourtant, les conditions climatiques qui règnent autour de la Méditerranée n'ont pas que des avantages. Le beau temps assuré, favorable aux villégiatures et au tourisme, se double de sécheresses qui pénalisent l'agriculture et fragilisent les ressources en eau, y compris pour la desserte de ses consommateurs. Ce climat présente, tout autour du bassin, des caractères structurels communs qui font son originalité: 2 saisons pluvieuses, d'automne et de printemps, sécheresse estivale accentuée. Néanmoins, il est diversifié à l'extrême. Depuis l'hyperaridité qui s'étend jusqu'aux rivages africains du sud-est, jusqu'à une forte humidité dans les régions alpestres et dinariques, toutes les nuances sont représentées. Figure 3. Figure 3, l'aridité dans le bassin méditerranéen. Les précipitations s'échelonnent, en moyenne annuelle, de quelques centimètres au bord des Syrtes, en Libye, à 4 mètres ou plus sur les sommets les plus arrosés de l'ouest des Balkans, maximum 4,64 mètres au Monténégro. Figure 4. Figure 4, répartition des précipitations moyennes sur le bassin méditerranéen. Les apports de pluie sur le bassin versant méditerranéen sont donc très inégalement distribués. Sur un volume total estimé à 1100 milliards de m3 annuels en moyenne, près des 2/3 sont concentrés sur 1/5 de la surface du bassin. 3 pays, France, Italie, Turquie, reçoivent à eux seuls la moitié de ce total, tandis que les pays de la rive africaine, toujours dans le bassin, ne sont dotés que de 13%. De plus, il faut souligner que les moyennes annuelles masquent les très fortes irrégularités du régime des pluies méditerranéennes, qui varient fortement suivant les saisons et les années. Phénomène aggravant, les irrégularités sont en général d'autant plus fortes que les moyennes sont plus faibles. La variabilité interannuelle, observée depuis un siècle ou plus en des points assez nombreux, ne fait pas apparaître de tendance marquée, notamment de fléchissement imputable à un changement climatique. Sur un siècle, des tendances contraires croissantes ou décroissantes s'observent, sans zonalité géographique significative. Des ruptures et des diminutions durant les 2 dernières décennies semblent cependant affecter le Maghreb. La concentration des pluies sur un petit nombre de jours, 50 à 100 par an en moyenne, est la règle générale. Aussi les intensités journalières sont-elles souvent fortes. Des chutes de pluie torrentielles exceptionnelles de plusieurs centaines de millimètres en une journée peuvent survenir au nord et provoquer des crues catastrophiques, auxquelles sont particulièrement vulnérables les plaines et les basses vallées inondables. Les précipitations méditerranéennes ne sont donc pas seulement génératrices de ressources, mais aussi de risques. L'érosivité des pluies intenses est notable sur les reliefs prononcés aux sols souvent fragiles, surtout lorsqu'ils ont été privés de leur couverture végétale naturelle. J. de Montgolfier, Plan Bleu 2002. Les concentrations locales et temporelles déstabilisent les sols, et peuvent engendrer des glissements de terrain et des coulées de boue, parfois catastrophiques comme récemment en Italie ou à Alger. À l'opposé, la saison sèche normale dure 1 à 2 mois au nord, plus de 4 mois et jusqu'à 6 ou 7 au sud et à l'est. Mais la durée de la période sèche est elle-même très variable d'une année à l'autre. Certaines années, elle peut se prolonger catastrophiquement et plusieurs années très sèches peuvent se succéder. L'inégalité et l'irrégularité des précipitations ont naturellement des répercussions directes sur l'hydrographie et sur les régimes des cours d'eau et des aquifères, donc sur les ressources en eau offertes aux Méditerranéens. Par ailleurs, le ciel reprend une grande partie de l'eau qu'il apporte. Le pouvoir évaporateur de l'atmosphère, un évapotranspiration potentielle ou ETP, dépasse le plus souvent, en total annuel, les précipitations. En outre, l'eau est souvent abondante en saison froide où les plantes en ont peu besoin, et gravement déficitaire, voire quasi absente, en saison chaude, rendant ainsi l'irrigation nécessaire, voire indispensable, pour avoir de belles récoltes. En somme, le climat méditerranéen est à la fois attractif et insécurisant. Il a façonné l'art de vivre et les activités des Méditerranéens, mais il leur a aussi imposé de lourdes contraintes. 2. Eau bleue et eau verte.
Les eaux tombées du ciel méditerranéen ont deux destinées, suivant les deux voies universelles du cycle de l'eau. Une partie s'écoule en surface ou en sous-sol et finit par gagner la mer, une autre retourne à l'atmosphère, évaporée ou consommée par la végétation. Il est classique de considérer que seules les premières constituent les ressources en eau offertes par la nature à l'humanité. C'est du moins le point de vue des hydrologues et des aménageurs qui les mesurent, les évaluent et les mobilisent. Leur vocabulaire est symptomatique. Ils considèrent comme perte les eaux évaporées ou transpirées, alors que celles-ci ne sont perdues que pour l'écoulement. Ils ne qualifient de précipitation efficace ou utile que celles qui contribuent à l'écoulement. Pourtant, en se plaçant à un autre point de vue qui est en particulier celui des agriculteurs, des forestiers et des écologues, il peut paraître excessif, voire aberrant, de juger inutile la part des pluies qui n'engendrent pas d'écoulement mais qui entretient l'humidité des sols et que la végétation, naturelle ou cultivée en sec, consomme, donc fait fructifier. La prise en compte de ces deux points de vue a conduit à la distinction entre eau bleue et eau verte, suivant la terminologie adoptée pour la vision mondiale de l'eau. Sans se prêter à une sommation ni se confondre, elles participent l'une et l'autre aux potentialités en eau d'un pays. L'eau bleue est l'eau qui s'écoule dans les cours d'eau, permanents ou temporaires, et dans les nappes phréatiques. Elle constitue à la fois une source d'approvisionnement, utilisations urbaines et industrielles, irrigation, et un milieu propice aux utilisations in situ, conservation de la nature, halieutique, loisirs nautiques. L'eau verte est l'eau évaporée par les plantes utiles, en dehors des apports de l'irrigation. Elle est source de vie pour l'agriculture non irriguée, les pâturages et les forêts, donc à ne pas ignorer. L'eau verte équivaut non pas au flux total d'évapotranspiration réelle, ETR des sols, mais seulement à l'ETR des terres arables, des prairies et des domaines forestiers exploités, en somme à la seule évapotranspiration réelle utile pour l'économie. Cette définition exclut donc, dans le bassin méditerranéen, beaucoup d'étendues à évapotranspiration réelle inutile, aires montagneuses rocheuses, zones arides au sud, sans sol cultivable, garrigues et maquis incultes, zones humides improductives. En fait, le concept d'eau verte dissocie mal la potentialité offerte et l'utilisation. Dans le bassin méditerranéen, la répartition de l'eau verte est aussi inégale et contrastée que celle de l'eau bleue, entre le nord, où elle dépasse généralement 500 mm en année moyenne, mais rarement plus de 700 mm an, sauf en altitude, Alpes, où elle est moindre sous les effets conjugués de la température qui réduit l'évaporation et du relief qui favorise le ruissellement. Le sud, où elle est plafonnée par les précipitations et peut s'abaisser au-dessous de 100 mm an. Figure 5. L'eau bleue dans le bassin méditerranéen. Hauteur d'écoulement potentielle moyenne annuelle, précipitation efficace. Par définition, l'écart entre l'eau verte et les besoins en eau des cultures est un indicateur moyen des besoins en eau d'irrigation. Dans le bassin méditerranéen, ces besoins sont toujours présents partout où l'eau verte est inférieure à 200 ou 300 mm an et fréquents, jusqu'à 500 mm, et même au-delà pour certaines cultures, notamment du fait de la variabilité des précipitations et de la faible réserve en eau de certains sols. 3. Les eaux bleues superficielles et souterraines. Le relief accidenté et la complexité géologique du sous-sol de la plus grande partie du bassin méditerranéen rendent les structures de circulation des eaux bleues très diversifiées et compartimentées. Aussi, la géographie des eaux superficielles et souterraines méditerranéennes est-elle très contrastée. Contraste régional nord-sud d'abord, qui reflète la dissymétrie climatique. Les précipitations dites efficaces, génératrices d'écoulements superficiels ou souterrains sont très inégalement distribuées. En année moyenne, elles varient dans le bassin méditerranéen de moins de 10 mm, 10 000 m3 par km², dans les zones les plus arides du sud, à 2 mètres, 2 millions de m3 par km², localement dans les Alpes, figure 5. Sur quelques 620 km3 d'apports totaux intérieurs et extérieurs, en moyenne annuelle, à l'ensemble du bassin méditerranéen conventionnel, le Nord et la Turquie en reçoivent plus des 4/5, tandis que 19% vont au sud et au Levant où le Nil en apporte à lui seul 13,5%. De fortes disparités affectent en outre la répartition des apports et des écoulements dans chaque pays. Contraste entre un petit nombre de grands fleuves,
dont 6 seulement débitent chacun plus de 10 km3 annuels en moyenne, tableau 1, et de nombreux petits cours d'eau, morcellement des structures hydrographiques, 21 bassins seulement étendent sur plus de 10 000 km², dont 6 bassins de plus de 50 000 km3, et ne couvrent ensemble que 42% du bassin méditerranéen conventionnel, figure 6. Seul le Nil a un bassin immense, supérieur au bassin méditerranéen conventionnel, mais c'est un cas unique très spécial, confère. Introduction. Figure 6 réseaux hydrographiques et bassins fluviaux méditerranéens. Tableau 1 les grands fleuves méditerranéens, cours d'eau à débit naturel moyenne annuel supérieur à 10 km3. Contraste aussi entre les différents types d'écoulements souterrains, figure 7, qui constituent des parts très variables de l'écoulement total et sont diversement liées aux cours d'eau. Tantôt, le plus souvent au nord, les eaux souterraines sont le principal facteur de pérennité des cours d'eau superficiels et contribuent pour l'essentiel aux écoulements de base. Tantôt, surtout en zone semi-aride au sud, elles sont au contraire nourries par les crues des cours d'eau superficiels, temporaires pour la plupart, et affluent en grande partie si elles ne sont pas captées avant, à des champs d'évaporation, notamment dans les dépressions fermées. Dans les deux cas, elles ont une fonction régulatrice. Là où les réservoirs aquifères sont assez développés, elles améliorent la résistance aux sécheresses. Encadré 2. Le karst, une spécialité méditerranéenne. Les terrains karstiques forment un des traits et des attraits originaux des paysages méditerranéens. Le nom de karst vient d'ailleurs de celui d'une région éponyme située en Slovénie. Ces secteurs très perméables et parcourus de vastes réseaux souterrains conditionnent le régime des eaux dans beaucoup de régions. Les circulations souterraines l'emportent sur les réseaux hydrographiques superficiels désorganisés, discontinus, peu denses et souvent morcelés en dépressions fermées. Les manifestations de ces circulations souterraines ont de tout temps impressionné les Méditerranéens. Les fleuves infernaux, Styx, Achéron, en furent peut-être des transpositions mythologiques dans l'imaginaire des Grecs anciens. Elles ont sans doute étayé les conceptions antiques, restées vivaces jusqu'au XVIIe siècle, sur l'origine des sources attribuées à des circulations reliant la mer à de mystérieuses cavernes sous les montagnes. Des aquifères karstiques se retrouvent dans la plupart des bassins méditerranéens, où ils comportent une part majeure des écoulements d'eau souterraine. Dans les secteurs karstiques, une très forte proportion, 80 à 90% des précipitations efficaces s'infiltrent dans le karst. Ces apports sont diversifiés suivant le climat, de moins de 50 à plus de 1000 mm sur les reliefs et plateaux périalpins ou dinariques. Ces infiltrations sont souvent accrues par des pertes de cours d'eau issues de domaines moins perméables. Les aquifères karstiques entretiennent les sources les plus abondantes, dont certaines débitent en moyenne plusieurs dizaines de m3 secondes et plus de 100 en crue, et notamment la plupart des sources littorales ou sous-marines, figure 7. Les capacités variées de ces réservoirs les rendent cependant inégalement régulateurs, le débit irrégulier des sources en témoigne, tandis que leur structure compartimentée, la discontinuité des circulations, la profondeur souvent grande des niveaux de l'eau souterraine rendent leur exploitation directe aléatoire, autrement que par action focalisée sur les sources. Les aquifères les plus répandus dans le bassin méditerranéen sont de 3 types principaux. Les aquifères carbonatés karstiques constituent de véritables châteaux d'eau pour les rivières pérennes que leurs sources, souvent abondantes, entretiennent, mais ils sont inégalement volumineux et régulateurs, encadré 2. Les aquifères alluviaux, localisés dans les vallées et les deltas des principaux fleuves, sont fortement liés et souvent échangeurs avec les cours d'eau. Ceux de la vallée et du delta du Nil et de la plaine du Pô sont les plus étendus et comprennent des nappes profondes captives. Les aquifères de formation sédimentaire principalement détritiques. On les trouve notamment dans les plaines côtières, en contact avec la mer, ou dans de grands bassins étendus, surtout en domaine saharien, Libye, Égypte, largement au-delà du bassin méditerranéen. Ces derniers comportent des nappes profondes à réserve considérables mais très peu renouvelées actuellement, eaux fossiles, et relativement indépendantes des eaux de surface. Les apports qui alimentent les aquifères méditerranéens et entretiennent les écoulements souterrains s'échelonnent de moins de 0,1 à plus de 20 AS par kilomètre 2. Ils sont maximaux dans les Alpes italiennes et les karstes dinariques. L'ensemble des écoulements souterrains du bassin méditerranéen serait de l'ordre de 150 km3,
dont une quarantaine affluent directement à la Méditerranée par des sources littorales ou sous-marines. Figure 7 structures hydrogéologiques et eaux souterraines, dans le bassin méditerranéen. Contraste encore entre les bassins fluviaux, voire les aquifères, entièrement nationaux, et ceux partagés entre 2 pays ou plus. Les lignes de partage des eaux fixées par la nature ne coïncident pas nécessairement avec les frontières politiques héritées de l'histoire. On compte une vingtaine de bassins transfrontaliers, qui couvrent ensemble le tiers du bassin méditerranéen conventionnel. Leur débit totalise 46% de l'écoulement global du bassin, en comptant le débit naturel du Nil à Aswan. La somme des écoulements transfrontaliers actuels dans le bassin méditerranéen, donnée plus significative, s'élèverait à environ 120 km3, dont une bonne moitié au nord, Balkans essentiellement, 46% au sud, Nil presque exclusivement, et à peine 2% au Proche-Orient. Mais la vivacité des compétitions est davantage proportionnée à la rareté des ressources à partager qu'à leur volume. Moins visiblement, des aquifères peuvent aussi être transfrontaliers. Les exemples les plus notoires sont celui du Mountain Aquifer, commun à Israël et au territoire palestinien de Cisjordanie, et certains grands aquifères fossiles sahariens. Contraste dans le temps qui s'ajoute au contraste géographique. Contraste entre les débits superficiels hivernaux et printaniers et les maigres, voire les tarissements complets, estivaux. À l'exception du Nil, à régime tropical, et de quelques écoulements alpestres dopés par la fonte des neiges. L'irrégularité est caractéristique des régimes d'écoulement méditerranéens, car trop peu de facteurs régulateurs atténuent la variabilité des apports. Les débits moyens mensuels d'étiage, en août le plus souvent, sont souvent inférieurs au dixième et parfois au centième des débits mensuels les plus élevés. L'aridité accentue cette irrégularité et la convertit en discontinuité au sud, où les oueds sont devenus le prototype des cours d'eau temporaires, ne coulant qu'en crue. Globalement, dans le bassin méditerranéen, la composante régulière des écoulements, seule garantie en étiage, est de l'ordre du cinquième de l'écoulement moyen annuel. Contraste aussi entre les apports d'années sèches et ceux d'années humides. La variabilité interannuelle des écoulements de surface, illustrée pour quelques cours d'eau majeurs, figure 8, s'ajoute aux irrégularités saisonnières. Elle s'amplifie aussi du nord au sud et elle est encore plus forte pour les petits cours d'eau. Cela réduit beaucoup la signification des moyennes annuelles pour évaluer les ressources réellement utiles. Source MEDHYCOS. Figure 8 chronique de débits moyens annuels de fleuves méditerranéens au XXe siècle, débit réel. Cette variabilité interannuelle affecte fortement les évaluations des ressources maîtrisables. Par exemple en Espagne et au Maroc, confère. Figure 9. Les apports globaux d'années sèches décennales, qui ne sont donc pas atteints en moyenne une année sur 10, s'élèvent respectivement à 54% et 45% des apports moyens annuels. Dans beaucoup de bassins fluviaux méditerranéens, les apports en années sèches décennales peuvent même tomber en dessous du tiers de la moyenne interannuelle. Les cours d'eau méditerranéens ne conservent pas tous parfaitement les eaux qu'ils collectent. Ils subissent des pertes en ligne non négligeables dues à l'évaporation ou à la consommation par la végétation riveraine. Leur débit à l'exutoire, notamment à leur embouchure en Méditerranée, peut être sensiblement inférieur à la somme des apports dans le bassin. Ces déperditions, amplifiées par les consommations humaines, irrigation surtout, s'élèveraient par exemple à 35% des apports dans le bassin de l'Èbre, à 18% dans le bassin de la Medjerda en Tunisie, sans parler du cas particulier du Nil. Tout cela n'est pas sans poser problème pour le choix des données hydrologiques pertinentes, pour évaluer les ressources en eau. En dehors des cas où l'on veut connaître les apports en un site précis de prise ou de barrage, l'évaluation régionale des ressources naturelles tend généralement à préférer l'approche par le calcul des apports sur l'ensemble d'un territoire, plutôt que la mesure des débits sortants, car ceux-ci sont incomplets et de plus en plus influencés par l'homme. Espagne, aportaciones totales annuales en régime naturel, apport calculé. Source : un siècle d'observation météorologique, ministère de l'Agriculture, de l'Équipement et de l'Environnement 1997. Figure 9 exemples de variation de l'écoulement total annuel globalisé sur un pays. Dans les conditions du bassin méditerranéen,
Il paraît donc pertinent de renouveler la présentation des données hydrologiques sur lesquelles se fonde l'évaluation des ressources en eau naturelle, sous la forme de tableaux entrée-sortie. À partir de ces chiffrages, un bilan d'eau actuel de l'ensemble du bassin méditerranéen peut être tenté. Tableau 2. Tableau 2. Bilan d'eau douce actuel du bassin méditerranéen dans les pays riverains. A. Flux moyens arrondis en km 3 an. Des eaux d'inégale qualité. Les eaux du bassin méditerranéen se différencient également par les caractères physiques, chimiques, voire biotiques, qui déterminent leur qualité naturelle. Celles-ci déclinent souvent en même temps que les quantités. Une qualité médiocre va généralement de pair avec la rareté en quantité, ce qui aggrave les inégalités. La dureté des eaux souterraines en pays calcaires, forte teneur en carbonate dissous, et la turbidité des eaux superficielles irrégulières sont des défauts courants, mais c'est surtout la salinité, souvent élevée au sud, qui réduit les qualités naturelles des ressources en eau douce. Par exemple, en Tunisie, 26% des eaux de surface, 90% des eaux souterraines puisées dans les nappes phréatiques superficielles et 80% de celles pompées dans les nappes profondes ont des salinités supérieures à 1,5 g/litre. Il est cependant malaisé de répartir les eaux courantes par classe de qualité, puisque les qualités se dégradent d'amont en aval dans chaque bassin. À ces problèmes d'origine naturelle s'ajoutent aussi, bien évidemment, ceux dus aux pollutions et à l'eutrophisation, généralement d'origine humaine, rejets non ou maltraités, qui sont d'autant plus graves que les débits sont plus faibles, faible dilution, faible pouvoir d'auto-épuration, confère chapitre 5. 4. L'eau dans l'environnement méditerranéen. En région méditerranéenne, l'eau est à l'évidence une composante primordiale de l'environnement, à la fois comme milieu naturel, cadre de vie, paysage, ressources et vecteur d'assainissement. Elle est d'autant plus précieuse que l'aridité du climat la raréfie. Les biotopes aquatiques ont une importance essentielle dans les écosystèmes méditerranéens. Les cours d'eau et lacs permanents sont non seulement l'habitat de nombreuses espèces sédentaires, mais souvent aussi les lieux d'étape privilégiés de beaucoup d'oiseaux migrateurs. L'eau est par ailleurs au cœur d'un ensemble complexe d'interactions entre les diverses composantes de l'environnement, sol, forêt et autres formations végétales, littoral, mer, tableau 3. Tableau 3. Relations entre les eaux continentales et les autres composantes de l'environnement dans le bassin méditerranéen. Lorsque terre et eau se mêlent, des milieux aquatiques inégalement rares. La répartition géographique des milieux aquatiques méditerranéens reflète celle des eaux superficielles permanentes, et reproduit ces contrastes. À une abondance toute relative dans quelques régions du nord du bassin, zone alpestre, s'oppose une rareté accentuée au sud. Ce contraste vaut aussi pour les zones littorales méditerranéennes où terre et eau s'entremêlent intimement, créant des milieux aquatiques amphibies, sensibles et évolutifs. Le linéaire côtier littoral du bassin méditerranéen est en effet beaucoup plus développé au nord, îles comprises, 38 km de côte par 1000 km² de bassin, qu'au sud, 9 km par 1000 km². Déterminés par les fortes charges des fleuves en sédiments, les deltas sont très fréquents en Méditerranée. Le plus étendu est celui du Nil, 24 000 km², suivi de ceux du Rhône, 2100 km², du Pô, 1400 km², sous-produit de l'érosion alpine et de l'Èbre, 540 km². La progression des deltas et les interférences avec les courants marins côtiers favorisent la formation de cordons littoraux et de lagunes, marais ou étangs d'eau douce ou saumâtre. Ces zones humides ou aquatiques constituent des biotopes très riches, abritant une part notable de la biodiversité dans le monde méditerranéen. Malheureusement, ces zones humides ne sont ni définies ni inventoriées de manière homogène dans le bassin méditerranéen. Des inventaires nationaux, en vue d'appliquer la convention de Ramsar, n'ont été réalisés que dans quelques pays, au nord surtout. La superficie globale des lacs et marais naturels continentaux a été estimée à 12 000 km², celle des lagunes côtières à 6 500 km², Pierce et Crivelli, 1994. La plupart des sites Ramsar retenus en région méditerranéenne se trouvent dans les pays du Nord, 86 sur 95 en 1996. Les zones humides, zones insalubres à bonifier ou richesses naturelles à sauvegarder.
Les regards portés par les Méditerranéens sur les zones humides ont beaucoup évolué au cours des âges, surtout à l'époque contemporaine. Longtemps celles-ci ont été perçues négativement comme facteurs d'insalubrité, foyers de malaria, ou obstacles à la mise en valeur agricole, voire à l'expansion urbaine. Elles ont été sujettes à des travaux de drainage et de colmatage, déjà inaugurés par les Étrusques et les Grecs, puis les Romains en Italie pour les assainir. Beaucoup ont disparu de ce fait. Alors qu'elles ont été longtemps chargées exclusivement de défauts, sans doute exagérément aujourd'hui par un parti pris inverse, une culture plus écologiste ne leur prête plus que des qualités parfois excessives. L'enjeu de l'eau, Medwet, 1996. La conservation d'écosystèmes aquatiques devenus rares peut être un objectif socio-culturel tout à fait légitime et défendable, en particulier au nom de la biodiversité, sans qu'il soit besoin d'exagérer leur valeur économique ni leur capacité régulatrice du régime des eaux, en pratique très limitée. Par contre, leur préservation impose des contraintes à ne pas sous-estimer. Évapotranspiration réelle et potentielle s'égalisent sur les zones humides. Dans le bassin méditerranéen, elles consomment donc 500 à 1000 mm d'eau par an, 5000 à 10 000 m3 annuels par hectare, donc plus que beaucoup de champs irrigués. Leur conservation restreint l'exploitabilité des cours d'eau et des nappes souterraines qui les entretiennent, ce qui s'ajoute au débit réservé. Ces contraintes doivent être prises en compte parmi les critères de choix qui sont inévitablement des compromis. Des milieux fragiles et vulnérables. Les interactions entre l'eau et les autres éléments de l'environnement sont très fortes et multiples. De ce fait, le régime où les qualités des eaux ne réagissent pas seulement à des actions directes mais peuvent être indirectement atteints par le biais d'impacts sur d'autres éléments du milieu, en particulier par des modifications des états de surface, urbanisation, traitement du sol, imperméabilisation, décapage, changement de végétation, intensification ou au contraire, déprises agricoles, reboisement ou déboisement, ou par des aménagements du littoral, travaux portuaires, endiguements, terre-pleins. L'action sur les forêts, lorsqu'elle s'applique à de grandes étendues, a tout particulièrement des impacts notables sur le régime des eaux. Le déboisement peut accroître l'écoulement total, mais aussi son irrégularité et surtout sa phase superficielle, rendant les eaux moins maîtrisables et plus érosives. Le reboisement, à l'inverse, diminue fortement l'érosion superficielle et accroît l'infiltration, et donc la régularité des écoulements. Mais, en contrepartie, il accroît aussi l'évapotranspiration et peut ainsi réduire l'écoulement total dans une proportion sensible. La vulnérabilité des eaux méditerranéennes, superficielles et souterraines, face au risque de pollution locale ou diffuse est très générale et elle est aggravée par leur rareté. Les pollutions courantes sous d'autres cieux se rencontrent aussi en Méditerranée, en particulier la dégradation des nappes phréatiques, dont la résilience est faible au regard de celle des cours d'eau par les fertilisants en excès. En outre, cette vulnérabilité revêt des aspects spécifiques. Les lagunes côtières sont particulièrement sensibles aux pollutions par les pesticides issus des cultures en plaine côtière proche, voire déversés lors des opérations de démoustication. Par ailleurs, l'équilibre entre leurs eaux douces, saumâtres et salées y est très sensible aux incidences d'aménagements fluviaux ou littoraux. Les nappes souterraines du littoral, le plus souvent en continuité avec la mer, sont très sensibles au risque de dégradation de leur qualité par invasion d'eau salée. En effet, leur exploitation intensive, voire leur surexploitation induit souvent des abaissements de niveau piézométriques qui provoquent l'invasion d'eau marine ou la montée d'eau saumâtre ou salée profonde dans ces aquifères côtiers, notamment dans les deltas. L'eau, levier d'impact sur l'environnement. Réciproquement, des actions sur l'eau peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs sur d'autres éléments de l'environnement. Toute transformation des structures d'écoulement, du régime des eaux continentales ou de leur composition modifie les conditions du milieu dans les lits majeurs des cours d'eau, et dans les zones humides qui en dépendent. Les modifications de la quantité ou de la qualité des écoulements peuvent également exercer de forts impacts sur les milieux côtiers et sur le milieu marin, récepteur final des eaux terrestres et de leurs charges polluantes, d'origine naturelle ou anthropique. L'eau, agent actif de la nature hostile. L'eau n'est pas seulement un élément vital, bénéfique et menacé de l'environnement méditerranéen, elle est aussi menaçante et dangereuse. Pluies torrentielles,
inondations et coulées de boue sont inhérentes à la nature dans nombre de bassins méditerranéens, et elles sont en première ligne parmi les facteurs de catastrophes naturelles. Rien qu'au cours du XXe siècle, au moins une quinzaine d'inondations ont fait chacune de 100 à plus de 1000 victimes dans les pays méditerranéens. En France méditerranéenne, par exemple, les victimes d'inondations qui ont ravagé plusieurs villes ont été nombreuses jusqu'à des dates récentes. 223 morts entre 1940 et 2002. L'eau en excès a aussi rendu longtemps inhospitaliers et inhabitables beaucoup de territoires, écartant les villes de certains littoraux marécageux et malsains, ainsi que des rives de plusieurs fleuves difficiles à endiguer. Aussi les actions humaines d'aménagement des eaux, chapitre 3, doivent-elles souvent trouver un compromis entre deux types d'objectifs parfois difficilement conciliables. D'une part, protéger l'intégrité et le bon fonctionnement écologique des milieux aquatiques, d'autre part, assurer la sécurité des Méditerranéens et de leurs biens. 5. Que valent nos connaissances ? Comme dans les autres régions, la valeur des connaissances hydrologiques sur le bassin méditerranéen augmente avec l'ancienneté et la continuité des efforts d'observation et d'investigation entrepris dans le passé. La nécessité de disposer de séries longues de mesures est encore accrue, du fait de la forte variabilité des régimes et de l'intensification moderne des utilisations et des influences humaines. Les efforts présents ne pallient pas les lacunes anciennes et sont surtout prometteurs de progrès futurs des connaissances. Comme partout, les chroniques climatologiques ont plus d'ancienneté, elles débutent souvent au XIXe siècle, et ont une plus large emprise territoriale que les mesures hydrologiques et les investigations hydrogéologiques. Ces dernières ont été plus tardives, plus incomplètes et davantage soumises aux vicissitudes des situations politiques, interruptions dues aux guerres en Espagne, dans les Balkans, au Liban, en Algérie, et des restrictions de crédit. Les longues chroniques continues de données, précieuses pour la connaissance des variabilités, sont donc rares. Heureusement, c'est dans les pays où l'eau est la plus rare que les services hydrologiques sont les plus anciens, car leur fonction était une nécessité pour l'aménagement des eaux. Toutefois, leurs efforts ont été d'abord limités au nord comme au sud, aux sites de barrages projetés pour l'hydroélectricité, puis pour les besoins hydro-agricoles et sécuritaires. Ce n'est qu'à une époque récente que l'hydrologie opérationnelle a pris pour objectif la connaissance des ressources naturelles. Ainsi, les petits bassins ont été le plus souvent négligés, alors qu'ils sont les plus nombreux et produisent une part majeure des écoulements méditerranéens. Sur environ 3000 bassins de l'ordre de 500 km², 2 à 10% seulement suivant les pays, sont jaugés. Quant aux connaissances sur les eaux souterraines, leur valeur relève davantage de l'intensité des efforts de prospection et d'investigation hydrogéologique, plutôt que des durées d'observation. Leur progrès a surtout accompagné le développement des captages et l'analyse de leurs conséquences. Bien que ces connaissances soient encore inégales, la compréhension de l'interdépendance entre les eaux souterraines et superficielles a néanmoins progressé. Les statistiques sur les réseaux de mesure, précipitations, écoulements, rassemblés par l'OMM, malgré des défauts probables de recensement, révèlent des densités très diverses. Réseau pluviométrique. Densité assez homogène en Europe, autour de 10 stations par 1000 km², plus forte dans les îles, record, 168 à Malte et dans les pays du Levant peu étendus, Israël, Liban mais beaucoup plus faible au Maghreb, moins de 1 par 100 km² en Algérie et au Maroc et en Turquie et infime en Égypte et en Libye dont les vastes espaces désertiques n'en requièrent pas plus il est vrai. Réseaux hydrométriques. Densité plus variée en Europe, 2 à 8 stations par 1000 km² et au Proche-Orient 1 à 10 et les plus faibles en Afrique pour les mêmes raisons. Toutefois, ces densités sont difficilement comparables en tant qu'indicateur des apostrophes. Effort de connaissance, du fait des grandes différences de structures hydrographiques. La densité la plus forte, plus de 10 stations par 1000 km² à Chypre, correspond à un grand nombre de petits bassins. La densité du réseau égyptien est 24 fois plus faible que celle du réseau d'Israël mais permet sans doute une connaissance équivalente. Et les qualités ? C'est sur les qualités des eaux que les connaissances sont les plus déficientes. Elles relèvent encore trop exclusivement de l'approche paramétrique classique. Celle-ci repose sur des efforts analytiques souvent non négligeables, mais plus adaptés à l'évaluation de la qualité des prélèvements, notamment pour l'alimentation humaine,
qu'à une connaissance régionalisée de la qualité des milieux aquatiques et de leurs variations. L'exploitation des données analytiques s'en tient à l'établissement de classes de qualité, au niveau des seuls points d'échantillonnage, ou à de trop rares essais d'interpolation cartographique. Les cartes de points sont les plus pratiquées, confèrent les statistiques de l'OCDE ou d'EuroWaterNet à ce sujet. La référence à une définition synthétique et multicritère des qualités de l'eau fait généralement défaut, ainsi que les liens avec les quantités. Une approche quantitative de la répartition des ressources par classe de qualité reste à développer. Un essai dans ce sens est engagé en France, encadré 3. Encadré 3. Les comptes en qualité des cours d'eau, début d'expérience en France. La France a entrepris une évaluation, de type comptabilité patrimoniale, des flux d'eau superficiels, par bassin et par classe de qualité générale ou spécifique. Pour chacune des périodes considérées, elle consiste à croiser des données sur la longueur de tronçons de cours d'eau homogènes, sur leur débit moyen, et sur leurs qualités exprimées suivant une grille multiritère de qualité. Cette approche permet soit de comparer, moyennant une pondération adéquate, les qualités des ressources en eau de surface des différents bassins ou sous-bassins d'un pays, soit d'évaluer les variations de qualité d'un même cours d'eau entre deux dates de référence, et donc de mesurer soit les progrès de la lutte anti-pollution, soit les aggravations d'effets polluants. Par exemple, une comparaison entre 1992 et 1994 pour toute la France a révélé une augmentation des quantités d'eau de bonne qualité, due surtout à l'amélioration des qualités des eaux des fleuves et des grandes rivières, progression de 17% des masses d'eau courante atteignant la classe 1. Les cours d'eau côtiers des régions méditerranéennes offraient plus d'eau de qualité bonne à excellente, en 1997 à 1999, que ceux des autres régions de France. Source pH. Crouzet et al. IFEN 1999, L'environnement en France, IFEN 2002. Essai de diagnostic. Les connaissances commencent à être suffisantes pour évaluer en moyenne les quantités d'eau mobilisables à partir des principaux cours d'eau et aquifères. Elles le sont beaucoup moins pour évaluer les variabilités et les risques de défaillance, de même que les sensibilités aux impacts d'actions humaines, ou encore pour évaluer les ressources des petits cours d'eau pourtant très nombreux. Les connaissances sont encore très pauvres et clairsemées sur la qualité des eaux naturelles et sur leur vulnérabilité face aux risques de dégradation. Il en va de même pour l'évaluation de la qualité des milieux aquatiques, focalisée sur quelques sites privilégiés, mais encore peu exhaustive. Chapitre 2. Quelles sont les ressources vraiment exploitables ? 1. Peut-on disposer de toutes les eaux de la nature méditerranéenne ? Pour comparer les diverses demandes d'eau, actuelles ou projetées, aux quantités réellement utilisables, il ne suffit pas de connaître les apports naturels, précipitations et écoulements transfrontaliers. Il faut aussi effectuer des évaluations prenant en compte différents facteurs techniques et socio-économiques d'exploitabilité. La pratique dominante jusqu'à présent dans les pays méditerranéens, comme ailleurs, a été d'identifier les ressources en eau, renouvelables, avec l'ensemble des eaux courantes superficielles et souterraines. Les chiffrages de ces ressources, qualifiées alors de naturelles, sont basés essentiellement sur les données hydrologiques, voire hydrogéologiques, et sur des traitements de celles-ci, calcul d'extrapolation par diverses méthodes de modélisation et de régionalisation. Les synthèses publiées antérieurement sur les ressources en eau de l'ensemble du bassin méditerranéen, notamment par le Plan Bleu, sont fondées sur des sources nationales et s'appuient donc sur cette approche hydrologique, dont les résultats actuels ont été présentés au chapitre 1. Pourtant, si cette approche est une base nécessaire, elle n'est pas suffisante. Toutes les eaux de la nature ne peuvent ni ne doivent être assimilées à des ressources. D'abord parce que les offres de la nature ne se réduisent pas aux précipitations, mais comprennent aussi toutes les conditions du milieu naturel qui facilitent ou entravent les possibilités d'aménagement et d'utilisation des eaux. Or, dans le bassin méditerranéen, d'une part les apports et les écoulements sont très inégalement répartis et irréguliers. Les conditions naturelles présentent d'inégales résistances aux sécheresses, annuelles, pluriannuelles, d'inégales capacités d'auto-épuration pour les cours d'eau permanents et d'inégale qualité des eaux naturelles, présence de chlorure, sulfate, etc. D'autre part,
les structures topographiques qui permettent l'aménagement et la maîtrise des eaux sont tout aussi inégalement réparties, qu'il s'agisse des eaux de surface, concentration hydrographique, sites de barrages réservoirs, ou des eaux souterraines, accessibilité et productivité des aquifères. Il en résulte une grande disparité des coûts de production de l'eau utilisable. De même, les conditions de vulnérabilité des eaux face aux pollutions sont très inégales, et par conséquent les coûts de protection le sont aussi. L'évaluation des ressources en eau méditerranéenne réelles ne peut donc pas se réduire à celle des apports. Elle doit aussi traduire cette diversité des conditions naturelles de mobilisation et de protection des eaux, ainsi que la variété des coûts qu'elles impliquent. Elle doit aussi tenir compte des objectifs de conservation de la nature qui peuvent interdire l'exploitation de certaines ressources. Des ressources exploitables, de quel point de vue ? Les ressources en eau réelles dépendent donc de la comparaison entre ces offres soumises aux contraintes naturelles et les critères propres aux demandes. Les eaux sont exploitables et utilisables suivant 3 sortes de critères. Des critères pratiques et technico-économiques. Le critère à utiliser est en théorie le coût total marginal de l'eau rendue disponible. Ce coût est total parce qu'il doit prendre en compte à la fois les coûts directs de production, les coûts d'amortissement à long terme des ouvrages, et les coûts indirects externes liés à tous les impacts des ouvrages et de leur utilisation. Ce coût est marginal, car il est égal à celui du dernier mètre cube d'eau dont la production est rendue possible, à la marge. Il est normalement supérieur au coût moyen. Il est économiquement raisonnable de réaliser des aménagements de mobilisation et de stockage de la ressource tant que leur coût total marginal est inférieur à la valorisation marginale de l'eau produite. Le niveau optimal de mobilisation de la ressource dépend donc à la fois des conditions naturelles, des techniques disponibles, qui déterminent les coûts, et des utilisations possibles, qui déterminent les valorisations. En pratique, coûts et valeurs marginaux sont difficiles à déterminer. En outre, ils varient dans le temps, puisque les techniques et les utilisations varient dans le temps. Il en résulte que le niveau des ressources disponibles en fonction des critères technico-économiques varie lui aussi avec le temps. En pratique, il est donc souvent utile d'utiliser des critères moins rigoureux, mais plus simples. Par exemple, on peut partir du fait que les variations entre les saisons sont mieux maîtrisables que les variations interannuelles. On fera alors comme en Espagne, où les recursos disponibles, c'est-à-dire exploitables en moyenne, sont assimilés aux apports annuels minimaux assurés à long terme, confère. Figure 10. Source, Libro Blanco del Agua en España, CEDEX 1998. Figure 10 Espagne. Variation des apports totaux annuels. Année hydrologique 1940 à 1941 à 1995 à 1996 et ressources exploitables moyennes, recursos disponibles, évalués. Des critères environnementaux. Ils limitent les exploitations qui auraient des impacts inacceptables sur les milieux naturels, y compris par les retours d'eaux usées, urbaines, industrielles ou de drainage. Plus largement, il s'agit de définir quel est le niveau de pression maximale sur les eaux continentales tolérable dans le bassin méditerranéen, ce qui est bien un choix de société. Des critères géopolitiques. Ces critères prennent en compte les limitations, de droit ou de fait, auxquelles sont sujets les cours d'eau ou les aquifères transfrontaliers, restrictions d'apport en provenance de pays en amont, devoir de réservation en faveur de pays en aval. Encadré 4. L'évaluation des ressources en eau exploitables en Tunisie. Alors que les ressources en eau naturelle renouvelables de la Tunisie, assimilées à l'écoulement potentiel moyen annuel, sont estimées à environ 4,5 km3, les plans directeurs de ce pays sont établis en se basant sur les seules ressources exploitables. Celles-ci sont évaluées en soustrayant de l'écoulement potentiel moyen, l'eau non-ressource constituée par les écoulements irréguliers non maîtrisables par des barrages, notamment ceux des petits bassins côtiers du nord et ceux des dépressions endoréiques. L'évaporation des retenues. Les écoulements souterrains gagnant soit la mer, afin de maintenir l'équilibre eau douce eau salée dans les aquifères côtiers, soit des dépressions soumises à l'évaporation, SEPCA, SHOT. Les émissions en mer du drainage de marécages littoraux. Le débit réservé à des demandes environnementales, lac Ischgl. L'écoulement souterrain profond,
non accessibles économiquement ou à forte salinité. Les ressources renouvelables exploitables avaient été évaluées pour le 8e plan, 1992 à 1997, à 1,9 km3, soit à 42% des ressources naturelles. Source: Monsieur Enabli, Analyse des stratégies et prospectives de l'eau en Tunisie, Plan Bleu 2000. Suivant ces critères, les ressources en eau conventionnelles et renouvelables intérieures peuvent être subdivisées, dans chaque pays méditerranéen, en 4 types de ressources exploitables et utilisables, donc réelles et additives. Eaux superficielles régulières. Ce sont les eaux superficielles mobilisables par prise au fil de l'eau, sans ouvrage de régularisation, tout en respectant les contraintes de conservation environnementale, les débits liés aux utilisations in situ, souvent appelés débits réservés, les débits affectés à la réalimentation des nappes et les éventuelles astreintes de débit à garantir à des pays ou territoires d'aval. Eaux souterraines renouvelables liées aux eaux de surface. Ce sont les eaux souterraines exploitables suivant des critères technico-économiques, en respectant les contraintes de conservation de débit de cours d'eau subordonnés, les contraintes liées à la conservation de leur renouvelabilité, quantité et qualité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.